Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, je vais vous montrer cette semaine qu'il y a encore des raisons d'espérer avec l'agriculture. Je suis à environ 1h30 au nord de Paris, à la rencontre d'un agriculteur, d'un jeune agriculteur. C'est un double actif et vous allez voir, sur son exploitation, il expérimente des choses vraiment très intéressantes. Mais sans plus tarder, le sommaire pour cette nouvelle émission Power Boost. Salutations à tous les Power Boosters. Cette semaine, nous vous emmenons en Picardie sur l'exploitation de Julien Sénez. Il nous expliquera comment améliorer son revenu grâce aux cultures en dérobé et nous apprendrons plus sur la culture du sarrasin. Direction Narbonne où Kubota nous faisait la démonstration de la nouvelle série N5 Narrow et du N5101, finaliste du TOTY 2018 dans la catégorie meilleur utilitaire. Enfin, quelques images de nuit d'un chantier d'arrachage de betteraves, mais avant tout, les news. Nous vous avions présenté le quad volant lors du salon du Bourget. Voici maintenant le Scorpion 3 de la marque Oversurf. Véritable scooter désert, cet engin équipera bientôt la police de Dubaï. À quand un modèle pour améliorer l'accessibilité de vos parcelles ? Julien, vous allez voir, c'est un agriculteur innovant. Bonjour Julien. Bonjour. Julien, dans quelle région sommes-nous ici ? Ici, on est dans le Noyonnais. Enfin, on est dans une zone de transition. On est entre le plateau Picard et le Noyonnais. Et vous reprenez la ferme de vos parents ? Oui, exactement. Donc j'ai repris la ferme il y a maintenant 9 ans. Donc une ferme familiale. Grande culture seulement, oui. C'était une ancienne ferme d'élevage qu'on a convertie en grande culture, polyculture. Et puis en 2016, comme tout le monde, vous avez pris le bouillon. Oui. Je pense que, en tout cas au niveau de la famille, on a appris à rebondir. Et en 2016, on fait comme la plupart des agriculteurs au nord de la Loire, on fait un demi-chiffre d'affaires. Et on avait vraiment besoin de rebondir. Et on a mis en place la culture du sarrasin en dérobé. Et on s'est aperçu vraiment que ça marchait bien et c'était bien approprié. Et le pire, c'est que c'est sur les plus mauvaises terres de l'exploitation. Oui, le mieux. Ou le mieux. Le mieux. Oui. Le sarrasin, en fait, c'est une plante originaire de Bretagne, qui est une plante écologiquement extrêmement propre et qui sort des bons rendements en petites terres. Donc dans les terres, elle aime particulièrement les terres sableuses. Et dans une quinzaine de jours, vous allez le récolter. Là aussi, c'est un peu difficile, non ? La récolte, oui, est complexe. Idéalement, il faut avoir des périodes de gel qui nous permettent de faire tomber les feuilles du sarrasin. Après, si on n'a pas le gel, on est en train de creuser peut-être des pistes d'endénage. Ou après, on récolte avec une moissonneuse-batteuse en prenant notre temps, en nettoyant les grilles, et ainsi de suite, quoi. Et concrètement, pour arriver à trouver quelqu'un qui vous achète le sarrasin, comment vous avez fait ? Tout simplement, j'ai pris mon téléphone, voilà, et j'ai démarché les moulins. Et du coup, j'ai lié un partenariat avec un moulin en Bretagne, qui m'a pris ma marchandise 2 années consécutives. Et comme ça marchait bien, comme on leur produisait une production de qualité, on a décidé d'étendre cette production. Mais pour produire un volume suffisant, il a fallu se regrouper à plusieurs agriculteurs ? En fait, ce qu'on s'est aperçu, au niveau français, le sarrasin, c'est un micro-marché, c'est 10 000 tonnes de sarrasin. Ce qui est aberrant, c'est que 5 000 tonnes sont importées et 5 000 tonnes sont produites en France. Donc on a une vraie volonté de renationaliser cette production qui est aujourd'hui importée. C'est l'objectif du moulin. Donc en tout cas, un objectif conjoint. Et vous êtes mis à 8, c'est ça, pour fournir ? Et donc en fait, le moulin, on a signé un contrat de courtage. Donc il y a 8 agriculteurs dans l'Oise, donc à 60 km de l'exploitation, qui produisent du sarrasin en dérobé, exclusivement également. Et aujourd'hui, c'est pas neutre, puisque ça représente quand même, je crois savoir, 15% à peu près de votre revenu ? Oui, ça représente 15% de notre revenu sur l'exploitation. Et pour les autres agriculteurs, en fait, là, on fait 160 tonnes de sarrasin qu'on a contractualisé. Donc c'est un chèque de 80 000 € qu'on se partage à 8. Et si jamais demain, ce meunier vous propose d'en faire le double, vous dites quoi ? En tout cas, on creusera la question et je pense qu'on ira chercher les hectares. Oui. Bon, Julien, il est super ce couvert. C'est vrai qu'il y a de nombreuses espèces. Lesquelles ? On a du tournesol, du Niger, des pois fourragés, des pois classiques,
de la moutarde, des féveroles, du radis chinois. Vous l'avez implanté quand? On a implanté ce couvert juste après la moisson, 8 jours après la moisson. Et la particularité, c'est qu'on a travaillé le sol avant d'implanter le couvert. La philosophie de l'agroécologie, telle que vous la pratiquez, c'est de pouvoir s'attaquer à la cause et non pas toujours traiter la conséquence. Par exemple, être toujours en train de faire la course aux herbicides pour calmer ces mauvaises herbes. Oui, exactement. Donc là, typiquement, dans une parcelle où on avait des problématiques de salissement sur du liseron, chien-dent. Avant, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on appliquait des glyphosates à des doses importantes pour en venir à bout. Et on n'arrivait pas à bout. Et on s'est mis à traiter la cause du problème, et notamment la structure du sol, en réalisant des gros couverts. Et au fur et à mesure, en fait, là, au bout de la 4e année, on s'aperçoit que nos problématiques disparaissent progressivement. Mais avec un tel nombre d'espèces, c'est vrai que ça va coûter cher un couvert comme ça. Alors là, typiquement, on est sur un couvert qui nous a coûté 28 € hectare. On a la spécificité d'avoir échangé beaucoup de semences fermières entre agriculteurs, donc on travaille en réseau pour arriver à des coûts faibles. Ça nous a rapporté combien? Ça, c'est une bonne question, parce que c'est difficile pour nous d'arriver à le valoriser, mais on s'aperçoit concrètement qu'en rendement, on augmente progressivement. Au démarrage, on faisait les mêmes rendements en travaillant beaucoup moins le sol, donc en ayant des charges beaucoup plus faibles. Et au fur et à mesure, on arrive à faire 5-10% de rendement en plus. Et demain, on espère encore faire plus, mais on ne sait pas jusqu'où on pourra aller, tout simplement. Alors, dans ce débat sur une éventuelle interdiction du glyphosate, vous vous dites, ça tombe mal. Oui, ça tombe mal, parce que je pense que nous, on a la chance d'être en 5e année, donc on est déjà bien avancé. On cherche et on trouve des solutions pour arrêter d'utiliser le glyphosate. Après, moi je pense beaucoup à toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'agroécologie pour aller chercher de la performance économique, écologique, où là pour eux ça va être, je pense, beaucoup plus compliqué parce qu'il y a tout à maîtriser en même temps, quoi. Mais vous avez déjà expérimenté un substitut au glyphosate? Alors je pense que les substituts sont beaucoup plus compliqués. Nous, ce que l'on fait, on travaille depuis 5 ans depuis 3 ans maintenant pour essayer d'arrêter le glyphosate. Nous, l'ensemble des couverts, on les désherbe, donc c'est un coût supplémentaire. On fait un antigraminé, on a des programmes entre 15 et 30 € suivant le salissement des sols, ce qui nous permet à l'automne de faire des petites doses de glyphosate et en post-semis, pas avant semis. Ce qui nous permet d'avoir des sols beaucoup plus couverts, avec une végétation qui part mieux, et de réduire nos problématiques de salissement, notamment dans les céréales que l'on fait derrière. Et vous dites, sur le plan écologique, c'est peut-être aussi pas une très bonne idée? Non, je pense que c'est pas forcément une très bonne idée, parce que tous les désherbants qu'on utilise, on ne connaît pas leur incidence. Est-ce qu'ils sont plus nocifs ou moins nocifs que le glyphosate? Ça, c'est pas sûr du tout. Donc voilà, mais ce qui est impératif, c'est d'avoir des sols propres. Alors quand on regarde ce couvert, c'est vrai qu'il est très développé. Concrètement, comment vous allez passer l'hiver? Oui, alors ici ce qu'on fait, en fait on arrive sur un couvert qui est en fin de vie, qui est monté à floraison. Là on rentre dans une technique de double couvert, c'est-à-dire qu'on va implanter d'ici une dizaine de jours un couvert multi-espèces que l'on va implanter, qui va nous faire le relais jusqu'au maïs au mois de mars-avril prochain. Vous l'avez vu au dernier CIMA sur le stand Kubota, la génération de tracteurs M5001 en version étroite. La gamme M5001 Naro est proposée en version cabine et arceau et 2 versions de transmission, 18 rapports avant et arrière et 36 rapports avant et arrière. Ces tracteurs sont animés par des moteurs Kubota de 73, 92 et 103 chevaux. Plusieurs fonctionnalités sont disponibles, comme par exemple le mode RPM pour un régime constant et de régime moteur programmable pour les actions répétitives. Avec le modèle 5100N, Kubota est finaliste pour le trophée Tractor of the Year 2018. A noter également que le tractoriste japonais avait annoncé lors du CIMA une version à chenilles qui est aujourd'hui disponible au catalogue. Alors Julien, ce que vous recherchez, c'est aller regagner le maximum de valeur ajoutée.
Oui, en fait la valeur ajoutée pour nous c'est une chose qui est fondamentale, c'est la vente directe. Donc on a un atelier de vente directe où on vend 30% de notre production au monde de la chasse et aux particuliers. C'est-à-dire qu'on ensâche, on trie notre production, on ensâche en sac de 25 kg et on vend, on commercialise. Alors Julien, vous avez investi 120 000 € dans une unité séchage mobile pour le maïs, pourquoi ? Pourquoi ? Pour avoir notre autonomie, pour vendre notre propre production en direct, tout simplement. On a 70% de nos maïs que l'on vend en basse saison, c'est-à-dire sur des périodes en fin de saison, entre juin et juillet, là où les coopératives ont sorti leur production, les industriels de l'autre côté cherchent des volumes de maïs et en fait on vient couvrir cette période-là. C'est-à-dire qu'on sèche, on stocke nos marchandises entre 10 et 11 mois et on sort notre marchandise. Mais ça veut dire que si jamais il y a un agriculteur pas trop loin d'ici qui cherche justement à sécher son maïs ou une autre culture, il peut venir vous voir ? Oui, nous sommes ouverts à ça, sachant qu'on a une capacité à la fois de séchage et de stockage. Aujourd'hui, vous avez une facture de fuel qui est quand même assez élevée. Oui. Donc annuellement, on a une facture autour de 8 000 € suivant le volume que l'on traite. On cherche de plus en plus des solutions de substitution. Pourquoi pas demain passer à des solutions de plaquettes ou autres pour diminuer ce coût et être sur des énergies autres que fossiles. Tout ça au final, c'est assez cohérent à la fois entre le semi-direct et puis la recherche de valeur ajoutée. Oui, tout à fait. En fait, d'un côté, on a le semi-direct sous couvert où ça nous permet de gagner du temps en automne. Donc on a 150 heures de travail, d'horizon du travail en tout cas, qui nous permettent de passer du temps sur l'aval, sur la commercialisation. Aujourd'hui, où est située la valeur ajoutée ? Merci beaucoup Julien de nous avoir fait découvrir votre exploitation. Merci. Voilà, bien sûr, pour finir, étant ici en Picardie, il fallait que je vous retrouve sur un chantier de récolte de betteraves et les rendements ne sont pas mauvais du tout. Espérons que cela continue. Alors, je vous rappelle que si vous cherchez un revenu complémentaire, vous savez que la plateforme WeFarmUp recherche aujourd'hui des animateurs de communauté. Ces animateurs de communauté seront rémunérés pour justement favoriser l'échange de matériel et de prestations entre agriculteurs. Et puis si vous voulez tout savoir sur l'innovation de l'agriculture, vous pouvez bien sûr consulter notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite bien sûr une bonne récolte et puis une excellente semaine.